Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le vrai monde. Bonsoir Annie. Bonsoir Pierre. Bonsoir Stone. Bonsoir Pierre. Stone, Pierre, hein, ça se rejoint. Vous êtes connu du grand public pour un duo qui s'appelait Stone et Chardenne, mais vous êtes aussi comédienne, metteur en scène, aussi à temps utile. De loin. Et je vous ai proposé, comme à plusieurs personnalités musicales avant vous, de venir parler de votre panthéon cinéma, des films qui ont marqué votre vie de femme, de citoyenne. Et de temps en temps, je m'appuierai sur votre autobiographie qui s'appelait, quel jeu de mots, Complètement Stone, qui était paru chez Robert Laffont. Mais l'émission s'appelle Le Vrai Monde, et il n'y a peut-être pas plus vrai monde que les souvenirs. C'est vrai. Alors je vais vous demander de fermer les yeux. Je ferme les yeux. Et essayer de nous décrire votre chambre d'enfant. Oh, je me rappelle très très bien en plus. Pas d'enfant, mais plutôt d'adolescente. J'ai des souvenirs extrêmement précis. J'avais d'abord des posters, pas des posters à l'époque, des affiches, des photos de chanteurs, d'acteurs, plein les murs. Et puis voilà, j'avais un joli petit lit avec un joli dessus de lit confectionné par ma maman qui était couturière. Et puis voilà, un petit cabinet de toilette à côté, un petit lavabo, une petite armoire avec beaucoup de choses dedans. Et puis aussi, un électrophone Tepaz, très important, et des 45 tours qui était extrêmement écouté à l'époque. Est-ce qu'il y avait une fenêtre dans cette chambre ? Oui, il y avait une fenêtre, bien sûr. Ben oui. Sur quoi donnait la fenêtre ? Sur la cour, parce que en fait, on était revenus vivre à Paris. Et mon papa travaillant à la SNCF, on était logés dans un logement de fonction. Et on habitait dans le 18e, rue Ordener, et ma chambre donnait sur une cour c'était calme, donc. Et est-ce que dans la maison que vous partagez aujourd'hui avec votre conjoint, il y a encore des objets qui étaient dans votre chambre d'enfant ? Oh oui, il y a déjà tous les disques que j'ai conservés. Ils sont pas, bien sûr, ils sont rangés ailleurs, mais je les ai gardés. Oui, j'ai tout gardé, toutes ces choses-là. Oui. Pas de bibelots ? Non, pas trop de bibelots, non. Alors chaque fois que les invités m'envoient leur liste des 8 films qui ont marqué leur vie, je suis toujours étonné, extrêmement surpris. Ouais. Alors d'abord, je vais donner la liste à nos auditeurs. Ah oui, des ça c'est bien. Que vous avez choisis. Alors, Le Spoons, Oliver de Carol Reed, Le Spoons de Marcel Pagnol, Les Producteurs de Mel Brooks, La Guerre des Étoiles de George Lucas, West Side Story de Robert Wise, Rencontre du troisième type de Steven Spielberg et E.T. du même réalisateur, et Retour vers le futur. Alors, j'ai lu votre livre, vous êtes une femme plutôt engagée pour le végétarisme, pour vous militer pour une association sur le droit de mourir dans la dignité. Et en même temps, dans tous les films qu'on vient de citer, il n'y a vraiment aucun film réellement engagé. Il n'y a pas de Ken Loach, il n'y a pas de Dardenne. J'ai l'impression que souvent les invités choisissent des films presque à l'opposé de ce qu'ils sont dans la vraie vie, comme si c'était une fenêtre. Peut-être, je ne me suis jamais posé la question, mais c'est une éventualité, oui. Sans doute. Et vous avez créé une pièce qui s'appelle « Et ils vécurent heureux ». Oui. Eh bien, figurez-vous que dans tous les films que vous avez cités, écoutez bien la liste, il y a 3 orphelins. Oliver Twist, Irénée Fabre et Luke Skywalker qui n'a pas trouvé son papa. C'est sûr. Il y a un fils de divorcé. E.T. l'extraterrestre. Il y a 2 célibataires dans Les Producteurs, deux vieux garçons. Il y a un amour impossible dans West Side Story. Et il y a un homme qui néglige son épouse dans Rencontre du troisième type. Là aussi, vous qui vivez heureuse avec votre compagnon qui est de l'autre côté de la vitre, comment vous expliquez que vous soyez attachée à des gens malheureux en amour ? Oh, mais je pense pas que mes choix soient dirigés dans ce sens-là. Je pense pas. Moi, c'est le film dans son ensemble qui me plaît, quoi. Après, je me pose pas la question de savoir par rapport au personnage. C'est toute l'intrigue, toute l'histoire et tout ce qu'on nous montre, quoi. C'est plus ça. Je me suis jamais, justement, c'est intéressant à savoir, je me suis jamais posé ce genre de questions du tout. Jamais de psychanalyse ? Non, on peut pas dire. Non. Pourquoi vous dites on peut pas dire ? Non, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse pas réellement. Autant j'adore les histoires des autres, mais personnellement, non. C'est pas quelque chose qui m'enthousiasme, personnellement. Vous avez déjà soigné des gens sans le vouloir ? Je ne crois pas, non.
des gens qui sont revenus vers vous quelques années après en disant « Annie, ce que tu m'as dit un soir, ça a travaillé en moi et ça m'a aidé ». Oui, ça peut arriver dans les discussions, soigner, oui, dans ce sens-là, oui, bien sûr, d'avoir éventuellement de donner des conseils ou d'aller dans le sens du mieux. Ça peut arriver, c'est vrai. Ouais. Un an avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, sortait un film de Marcel Pagnol qui s'appelle Le Spoons. Le Spoons. C'est bien que je suis un acteur né. Je sais que j'ai un don. Je sais que si Dieu m'envoie ma chance, moi aussi, je verrai mon nom sur les affiches et sur la façade lumineuse des cinémas. Oh, les dollars. Les dollars. C'est pas beau, dit les dollars. Moi, une fois à Marseille, dans la vitrine d'une banque, j'ai vu un billet de 100 $. Il ne m'a pas semblé bien joli. Parce qu'on ne te l'a pas donné. Mais toi qui ne sais pas les mots d'anglais, pourquoi veux-tu que l'on te donne des dollars? Parce que mon don, moi, c'est le cinéma. Et puis que dans le cinéma, on envoie partout des dollars. C'est-à-dire pour vous, tu verras, on en distribue à tout le monde. Ah, si Dieu m'envoie ma chance. Mais comment te la verra-t-il? Mais je n'en sais rien. Mais il me la doit. C'est logique. Est-ce que tu crois que Dieu se fatigue pour rien? Il m'aurait donné cette vocation, cette mémoire, cette voix, cette démarche, cette sensibilité frémissante pour me laisser dans le gorgonzola. Non, non, Casimir, Dieu n'est pas fou. Il n'est pas fou. Et malgré quelques fantaisies comme la famine, la guerre, les inondations, la peste, tout porte à croire que Dieu est une personne de bon sens. Je vois la tête de Fernandel quand je l'entends parler. Incroyable, quel acteur. Alors, au-delà de Fernandel, pourquoi ce choix? Oh, parce que je sais pas, c'est un film que j'ai vu très jeune et puis que j'ai revu par la suite et plusieurs fois. Et voilà, c'est des films, on s'attache aux personnages, à tout ça, à l'histoire, quoi. Moi, pour moi, ça fait partie voilà, des films c'est pour ça que je l'ai mis dans la liste et à chaque fois qu'on l'a revu avec des amis qui n'étaient pas spécialement branchés, ça leur a plu, se sont éclatés, et puis voilà, après ça reste une espèce de petite Madeleine comme ça qui reste dans un coin. C'est un film sur le monde du spectacle. Oui, en plus, c'est ça. Comme les producteurs. Bien sûr, j'adore, moi ça, tous les histoires de spectacle, j'adore, comme par hasard. Et dans votre carrière, dans votre cheminement, vous avez dû en voir des Irénée Fabre dans la chanson, des gens qui se la sont joués, c'est ça. Mais qui finalement avaient peut-être raison de se la jouer. Tout à fait. Oh oui, j'en ai connu quelques-uns. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Puis pour beaucoup de gens, c'est carrément une folie, quoi. Ils y croient à fond, quoi. Alors des fois, on se dit, oh là là, c'est peut-être un peu excessif, mais certains ont bien raison d'y croire. En même temps, le ton du film est hyper cruel. Oui, très cruel. L'accent fait passer beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a la faconde qu'on pouvait aussi retrouver. Oui. Même dans un film de Tavernier qui s'appelait Coup de torchon, où il y avait une faconde, mais qui faisait passer quand même l'horreur de la guerre aussi. Bien sûr. Et c'est un film que vous avez revu, Le Spoons? Oui, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. Parce qu'en plus, à chaque fois qu'on tombe dessus, des fois dans des rediffusions à la télé, on se dit, oh, encore le Spoons, et puis on se laisse piéger, quoi. Et puis finalement, si on n'a rien de mieux à faire, on se le regarde une nouvelle fois, quoi. C'est toujours un plaisir. Roberto Rossellini a dit, le père du néo-réalisme au cinéma, ce n'est pas moi, c'est toi, Marcel. Si je n'avais pas vu La fille du Puisatier, je n'aurais jamais tourné Rome, ville ouverte. C'est fou, ça. Ah oui, ça m'étonne pas. Comment vous réagissez quand on voit quand même qu'il y a des gens... la critique à l'époque du Spoons était pas bonne. Il y a beaucoup de gens qui considéraient que Marcel Pagnol était un réalisateur de seconde zone. Et je pense que ça arrive aussi... je me souviens d'une discussion que j'avais eue à Canal+ avec Claude Nougaro, qui disait que le fait... Il était très connu, très aimé, mais malgré tout, le fait d'être toulousain faisait qu'on dans certaines sphères pop, rock, on le considérait un peu moins sérieux que d'autres. Est-ce que vous l'avez ressenti, ça, parfois, autour d'artistes autour de vous? Oui, ça peut arriver, mais enfin bon, c'est pas non plus... voilà, c'est anecdotique quelque part, quoi. Moi, ça me touche pas plus que ça. Alors, dans le Spoons, il y a des phrases comme « Mais ce n'est pas moi qui ai la voix de Rému, c'est Rému qui a la mienne. » Et puis, il y a cet extrait... Franchement, merci de m'avoir fait redécouvrir ce film, parce qu'il y a ce deuxième extrait qui aujourd'hui passerait plus à l'époque de MeToo. Écoutez-moi bien, mon cher Millerboul. Dans ce film, qui est-ce qui vous a apporté l'argent? C'est Calapia, le grand Calapia, le roi du meuble. C'est Calapia qui m'a apporté 1 million. Bien. Et ce Calapia, qui est-ce qui vous l'a apporté? C'est sa voiture automobile. Allons, ne faites pas l'imbécile. Vous l'avez embrassé sur la bouche, vous, Calapia? Heureusement, non. Eh bien, moi, malheureusement, oui.
Et ce million, c'est moi seul qui vous l'ai fait verser. Et ça n'a pas été gratis, vous le savez fort bien. Ah, et l'auteur? C'est vous qui avez eu des bontés pour l'auteur? Tiens, l'auteur aussi. Oui, oui, l'auteur aussi. Machin, quoi, le grand blond qui a une oreille plus grande que l'autre. Eh bien, et le chef de publicité? Et le metteur en scène? Et le régisseur général? Et le chef du plateau? Et l'ingénieur du son? Oh, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir son nom sur l'affiche? Avec qui faut-il coucher? Et peut-être avec l'imprimeur. Où est-ce qu'il habite? Son adresse est sur les affiches. Mais maintenant, c'est trop tard. Je suis sûr que la Miss Beatnik que vous avez été, Stone, n'a pas mangé de ce pain-là. Non, non, c'est sûr. Non, c'est pas le genre. Alors, parlons un peu d'amour. Oui. Dans votre livre, vous dites que la révolution sexuelle est passée à côté de vous. Complètement. Bah oui, moi j'étais... Contrairement à l'héroïne qu'on vient d'entendre. Oui, bien sûr. Ah oui, moi j'étais un peu attardée à ce niveau-là. Hein. Oui, bah faut dire, je partais d'une génération qui était assez... on n'était pas fut-fut, hein, faut le dire, ce qui est à tous les niveaux. Hein. On était quand même très, très en retard par rapport à beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est comme ça, c'est pour ça qu'on était, avec tout ce qui s'est passé entre les années 60, 70, personnellement, j'ai sauté dessus, quoi. Moi, toutes les révolutions, j'étais très friande de tout ça parce que je constatais vraiment ma nullité dans beaucoup de domaines, quoi. C'est pour ça que j'étais très contente quand il se passait des choses et que, voilà, on assistait à toute cette transformation de la société et tout ça, quoi. Quand vous avez interprété sur scène les monologues du vagin, oui. C'était l'inverse, quoi. Oui, c'était l'inverse, bien sûr. Oui, c'était oui, des mots oui. provocants pour on va dire, pour un démarrage amoureux pour vous qui a été assez prude. Oui, tout à fait. Mais là, déjà, le temps était passé. Donc, j'avais déjà un certain âge, comme on dit. Il y a une phrase dans le Spoons où l'oncle, parce que justement, Irénée n'a pas de papa, on apprend dans le film que son père a laissé une lettre une heure avant de mourir. C'est ça. Et quand il revient au pays, Irénée, il y a son oncle qui lui dit, à propos de l'épouse qu'il a, une femme de Paris qui entre dans une famille de Marseille, c'est grave. Oui, pour l'époque, ça devait l'être, effectivement. Quelles sont vos régions préférées en France ? Oh, moi, j'aime bien beaucoup de régions parce que j'ai eu la chance justement de connaître, de faire beaucoup de tournées. Et grâce à ces tournées, on visite plein d'endroits magnifiques, quoi. Donc c'est difficile de choisir. Bon, bien sûr, comme toujours, on aime bien les endroits qu'on a fréquentés quand on était enfant. Donc moi, j'ai une prédilection pour le centre de la France, le Bourbonnais, puisque toute ma famille maternelle était de là-bas. Et donc, j'irai même récupérer la maison familiale où je vis pratiquement tout le temps. Et donc, moi, j'aime beaucoup tout ce centre de la France, quoi, qui en plus, qui est un endroit un peu oublié, quoi. On connaît pas bien. Je dis, c'est en plein milieu. En plus, il y a un monument qui symbolise le centre de la France. C'est pas rien. Donc, on est en plein milieu de la France et c'est une région que j'aime beaucoup. Et puis Paris, bien sûr. Moi, je suis née à Paris déjà. Il n'y en a pas beaucoup qui sont nés à Paris. Dans le 12e, hôpital Rothschild. Bon, voilà. Et j'ai vécu en province beaucoup, mais je n'avais qu'une hâte, c'est de revenir à Paris, puisque quand même, Paris, il n'y a pas mieux. Alors, dans le Spoons, on n'entend pas le mot TGV, on entend le mot chemin de fer. Chemin de fer. On n'entend pas... Mon père était au chemin... J'ai une chanson, nous, quand on prenait le train, on ne payait pas, c'était bien. Mon père, juste après la guerre, travaillait au chemin de fer. Et on n'entend pas Monoprix, on entend Félix Potin. Félix Potin, bien sûr. Oui, oui. Vous savez qu'il y a un musée Pagnol qui va ouvrir en 2024 ? Ah, j'ignorais. Ah, alors ça, je vais pas rater ça. Oui, eh bien, ça va ouvrir. Ça sera un musée, ça sera également il y aura une médiathèque. Oui. Marcel Pagnol avait voulu ouvrir une sorte de microstructure de cinéma qui est un peu mal tournée, mais je crois qu'on y fait allusion dans le château de ma mère, je crois. Ah oui. Est-ce normal que ce soit le seul film français des 8 ? Ah oui, je me suis même pas rendu compte de ça. C'est fou, hein. Vous êtes une voyageuse du monde. Bah ouais, faut croire. Oui, faut croire. Non, parce que j'ai plein de films français que j'adore en plus, quoi. Mais bon, c'est difficile de faire un choix aussi comme ça. On a tellement vu de films que moi, il y en a plein que j'aurais adoré rajouter. Mais évidemment, voilà, on est resté limité. Et je sais pas si je me suis pas posé la question, effectivement. Dans votre livre, vous dites que vous avez eu envie de faire un enfant en enregistrant une chanson qui s'appelle Le seul bébé qui ne pleure pas. Oui. Est-ce qu'il y a des films qui vous ont incité à faire des choses ? Non, je n'ai pas le souvenir trop de ça, non, je peux pas dire, non, ça reste de l'amusement, du loisir, etc., mais pas à ce point-là. Allez, je vous garde quand même. Deuxième extrait, Oliver, 1968.
Si tu continues, comme tu as commencé, Oliver Twist, ton nom deviendra célèbre dans le monde entier. Fais de doux rêves, Oliver. Fais de doux rêves. Bonne nuit, monsieur. Trop mignon. C'est un film très dur, hein. Oh oui, c'est terrible. Oh, parce que j'ai pleuré au début, après moi, mais... Les enfants sont exploités par Ah, des gens c'est une horreur, qui arborent pourtant des messages. Je C'est crois ça. qu'à un moment, on voit Dieu est amour, etc. Oui, au moment toujours. où ils exploitent les enfants. Alors, et je ne veux pas vous demander pourquoi ce film vous touche tant. Il ne veut pas ne pas toucher, mais pourquoi il fait partie des 8? D'abord parce que c'est une comédie musicale et qu'il y a des numéros à tomber à la renverse de splendeur, quoi. Vraiment. Et alors ce film, en plus, il est resté un peu justement dans mes préférés parce que quand il est sorti, j'étais donc à l'époque mariée avec Éric Chardin et on était très branchés cinéma. Par exemple, on allait tous les samedis soirs à minuit en haut de l'avenue de la Grande Armée au Napoléon où il y avait toujours un film d'horreur qui passait. Donc j'en ai vu plein, pareil, les films d'horreur, les films fantastiques, j'en ai vu une quantité astronomique. Et quand on a vu que Oliver sortait au cinéma, on a tellement aimé la première fois qu'on l'a vu qu'on y est retourné tous les soirs pendant une semaine. Tous les soirs, je me rappelle très bien, c'était en bas des Champs-Élysées, dans le grand cinéma, là à droite. Et on y allait à la même heure tous les soirs et on l'a vu donc d'affilée tous les soirs. Et le petit gag qui est drôle, c'est que comme c'était après le dîner, quoi, on dînait puis après on allait voir le film. Éric prenait tous les soirs un esquimau avec la dame qui lui apportait un esquimau. Et le dernier soir, l'ouvreuse du cinéma est venue en disant « Je vous l'offre, le dernier ». C'était mignon. Et on était tous les deux totalement émerveillés par ce film, quoi. D'ailleurs, Éric a été très très influencé parce que il y a eu quelques chansons qui étaient assez proches de certaines chansons du film. Ça l'avait assez vraiment atteint, quoi. Alors, à la fin du film, il y a deux fins, en fait. Il y a deux, on va dire deux chemins. Il y a le petit arnaqueur qui part avec l'escroc d'un côté, et on sent que leurs magouilles vont continuer. Et il y a Oliver qui a trouvé une famille, un père de substitution. Vous, votre père, vous l'avez fui. Il vous a fui. Enfin, je veux dire, ça ne s'est pas bien terminé. Non, ça va bien terminer, mais bon, c'était un peu à prévoir parce que moi, je faisais partie de cette génération où les papas, ils étaient dans leur rôle de père, pas très concernés par la famille, pas du tout par les travaux ménagers, par exemple. Voilà. Et puis les enfants, c'était du domaine de la maman. Hein. Le reste, bon, lui, il avait d'autres activités. Il était très souvent absent. Bon, après, on a su qu'il était très infidèle, mais ça, bon, c'est un détail. Et puis qu'il avait des passions comme réparer des vieilles voitures, des choses comme ça. Donc nous, les enfants, on n'était pas du tout branchés là-dedans, quoi, concernés par tout ça. Donc c'est pour ça que... Mais bon, en plus, ça n'a pas été... c'est normal, c'était normal. Dans la génération où j'étais, c'était normal, voilà. Je crois que le mot que vous utilisez dans votre livre, c'est « j'ai banni mon père ». Oui, bien sûr, j'ai banni mon père parce que bon, en plus, il faisait du mal à ma maman, alors ça, c'était insupportable. Et surtout, il a fait énormément de mal à mon frère, un de mes frères. Justement, c'est ce genre de, c'est très insidieux. C'est pas des coups, c'est beaucoup plus, c'est méchant en même temps, quoi. Quand malheureusement un enfant n'est pas comme on voudrait, qu'il est un peu timide, qu'il est un peu réservé, voilà, il a été extrêmement martyrisé entre guillemets par mon père, quoi. Et ça, pour moi, c'était insupportable. Comment vous avez vécu, vous, dans les années 60-70, ce qu'on appelait les nouvelles méthodes d'éducation, genre Montessori, etc. Ah oui, moi j'ai trouvé ça fabuleux. Alors ça, Montessori, j'ai lu pas mal de livres là-dessus, ça m'a très intéressée, oui. Et d'ailleurs, j'ai tenté, avec mes enfants, d'essayer d'aller dans ce sens-là, quoi. Il y avait sur une radio... j'allais dire concurrente, mais amie. Je me souviens d'un interview qui m'avait beaucoup marqué de quelqu'un que vous avez connu, Carlos. Oui, très bien. Et il disait, c'est sûr, ma maman, Françoise Dolto, bien sûr. Elle était top. C'est vrai. Mais
il y avait des soirs où j'attendais quand même une gifle de mon père. Ah, ça c'est fou alors. Ah, oui. Il disait quand même qu'une éducation trop centrée vers l'enfant n'est pas forcément bonne pour l'enfant. C'est sûr. Oui, il n'a pas tort, bien sûr. C'est exact. Ah oui, c'est sûr que... Alors après, pareil, tout le monde s'est récrié quand, par exemple, Patrick Sébastien a dit qu'il avait été... On lui avait donné des fessées et des gifles et que ça lui a fait du bien. Alors, évidemment, tout le monde crie au scandale, mais c'est pas faux, quoi. C'est vrai que l'enfant a toujours besoin de limites et puis de temps en temps, quand ça tombe, c'est pas non plus dramatique, il s'en remettra, quoi. Vous êtes pour le mariage pour tous? Ah, complètement. Moi, j'ai fait les manifs. Moi, j'ai manifesté dans les rues de Paris, abondamment. Avec la pancarte et tout. Dans Oliver, donc de Carol Reed, 1968, les enfants, ils se vendent. Oui, ils se vendent, c'est incroyable. Je crois j'avais même le prix 100 guinées. Oliver coûte 100 guinées. Ah oui, en plus, il y a un prix. Ah oui, c'est 100 ça. guinées. Incroyable. C'est 100 guinées qui sont sanguinaires. Je pense que c'est un film qui a dû... Je ne sais pas si vous l'avez vu, Pink Floyd The Wall. Oui, je crois que je l'ai vu. Oui, il y a déjà un petit moment. Oui, mais en revoyant Oliver, grâce à vous, Stone, Annie, j'ai repensé même d'un point de vue formel à beaucoup de séquences de Pink Floyd The Wall qui se passent aussi en Angleterre, sur aussi un enfant, bien sûr. Sur la fameuse phrase « We don't need no education », la rébellion des enfants qui sont maltraités. Alors, on va passer au troisième film que vous allez choisir. Alors là, on traverse l'Atlantique et on va dans un cabinet chez un impresario un peu véreux, les producteurs. Oh, alors ça... Vous savez qui j'étais autrefois? Max Bialystock, le roi de Broadway, 6 spectacles à la fois. Déjeuner au Delmonico, les costumes à $200. Vous voyez ça? Il y avait l'œil de perle grosse comme votre œil. Regardez-moi maintenant. Je porte une ceinture en carton bouilli. Il y avait des milliers d'actionnaires qui priaient, suppliaient pour mettre leur argent dans les spectacles que Max Bialystock produisait. Regardez mes actionnaires maintenant. Les producteurs de Mel Brooks, ça doit être 1968. Ça commence par un prologue derrière une porte vitrée où un producteur sans le sou essaye de soudoyer des vieilles dames. Oh, ça c'est très drôle, ça. Il couche avec elles et leur donne de l'argent. C'est même pas la peine que je vous pose la question. Pourquoi ce film? Mais je vous la pose quand même. Parce que c'est toute l'histoire du show business, quoi. C'est tellement drôle, tellement bien vu en plus. C'est tout à fait ça, quoi. Et pareil, les producteurs, c'est un film qu'on a vu il y a très très longtemps et qu'on a revu des dizaines de fois. Et d'ailleurs, maintenant, la pièce est montée sur scène, à Mogador, donc pas à Mogador, dans l'autre salle, là. Et donc, ça veut dire que c'est quand même quelque chose qui passe les époques, quoi, qui est l'impression que ça... C'est toujours pareil, quoi. Il y a toujours un côté... quelles que soient les générations, on retombe un peu dans le même cas de figure, quoi, avec des gens pas toujours très bien intentionnés, mais bon, et puis qui se laissent piéger eux-mêmes par leur propre délire, quoi. C'est ça qui est génial. Dans le film, Max, comme on entend, Max Bialystock. Il dit « L'argent fait le bonheur c'est l'argent ». Ah bah oui. Votre avis là-dessus? Je suis pas du tout d'accord, mais bon, vu de leur point de vue, je le comprends très bien, quoi, parce que c'est vrai que par rapport à ce genre de choses, s'il n'y a pas d'argent, il y a rien d'autre, quoi, c'est ça. Mais malheureusement, si c'était le cas, ça se saurait quand même. Si l'argent faisait tellement le bonheur, voilà. Enfin, faut pas non plus exagérer dans l'autre sens, hein. J'ai eu pas non plus le côté vivons d'amour et d'eau fraîche, pas à ce point-là. Non, là, vous devez avoir pour 30 000 € de tenue, là, à peu près. Là, ça risque pas, non. Non, c'est quelque chose, moi, l'argent n'a jamais été un moteur, du tout. Loin de là. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué dans votre livre, et qui fait un peu écho au producteur. Vous dites, finalement, au fond de moi, je ne suis pas carriériste. Non, pas du tout. Je ne suis pas carriériste, absolument pas. Non, mais c'est affreux, mais j'avais pas du tout de plan de carrière, comme on dit, et même à l'adolescence, je ne sais pas du tout ce que j'allais faire. J'étais totalement intéressée par plein de choses, mais en plus, même pas vraiment... Alors, bien sûr, tout ce qui était spectacle, évidemment, c'était ce qui prenait le pas sur le reste, ça c'est sûr. Mais je n'envisageais pas du tout un truc à long terme, ni rien. Alors jamais. Non. Et je crois que vous dites même que ce que vous avez voulu monter, ça n'a pas marché, et ce qui vous est arrivé par hasard, ça a marché. C'est exactement ça, oui.
Et ça continue, c'est ça qui est insensé. C'est-à-dire que des fois j'ai des idées, je me dis tiens, ça serait sympa de faire ça. Et puis bon, faut reconnaître que je suis pas, enfin j'insiste un peu, mais pas tant que ça. Et puis des choses que j'avais pas prévues qui arrivent. Voilà, donc on reste dans cette idée-là, quoi. C'est bien. Alors il n'y a pas que le producteur dans les producteurs, il y a aussi son comptable. Oui. Et joué par Gene Wilder. Gene Wilder. Et il y a une phrase qui je trouve très belle, c'est quand il dit je suis comptable, mais ma vie vaut autant que ceux dont j'épluche les comptes. Oui, oui, bien sûr, il a raison. Oui, oui. Mais évidemment, bien sûr. Mais il n'y a pas de saut métier, comme on dit. Évidemment, c'est une évidence. Est-ce que vous... vous n'êtes pas obligé de balancer, mais est-ce que vous avez vu aussi quand même des producteurs dans le monde de la musique qui savaient pertinemment que ce qu'ils produisaient n'était pas bien ? Et comme dans les producteurs, ça se retourne contre eux. Et le succès est tel qu'à la limite, ils disent mais ça doit être bien, même si je pensais que c'était pas bien. Sans doute, je sais pas. Je me suis jamais, une fois de plus, j'ai jamais vraiment creusé le sujet. Mais oui, autour de moi, je pense que j'en ai croisé, bien sûr. Mais bon, on n'a jamais trop évoqué ce genre de choses. C'est pas très... on essaye un peu de se dire, bon, ben voilà... voilà, on a fait ce qu'on a pu et puis finalement c'est pas si mal que ça. Le parolier de Jacques Dutronc, Jacques Lanzmann, avait écrit un très beau livre qui s'appelait La baleine bleue ou La baleine blanche, qui était un livre à la fois très poétique mais qui racontait aussi ce qu'il vivait bien sûr. dans la maison de disques. J'ai une petite surprise pour vous. Ah. J'ai demandé à une psychologue, une analyste du métalangage, d'analyser vos yeux. Ah, c'est drôle ça. D'analyser votre regard, puisque c'est une émission sur le cinéma, que là vous nous avez parlé des films que vous aimez, on va continuer. Je vous lis ? Allez. Avant d'analyser ce regard, disons que d'emblée, ce que l'on voit, ce sont de bien jolis yeux, plutôt rieurs, peut-être même un peu canailles, et qui captent vite l'attention. Et après ? Après, ce sont deux yeux plantés là, dans l'espace de l'échange, comme ces fines bougies, sorte de mini-feux d'artifice plantés dans le gâteau d'anniversaire des enfants. Alors, celui qui regarde devient comme l'enfant. Il reçoit cette lumière, bouche bée, et crac, ça explose, ça étincelle. Ces yeux-là sont bruit et mouvement. On est un peu comme bousculé, mais on éprouve une communion joyeuse. Ce regard pétille pour nous, mais aussi pour lui-même. Il est force vitale, c'est un regard hyperactif. Tant qu'il ne se ferme pas pour dormir, ces yeux-là bougent, semblent vaquer à une occupation nécessaire, comme une urgence. Les iris colorés dégagent un éclat enthousiaste, coquin, voire transgressif. Ils viennent vous chercher, comme dit la parole populaire, mais dans un effleurement rapide, et pas avec un projet de prosélyte. Juste pour un vrai partage à vif, un regard ping-pong. Pas de lourdeur. D'ailleurs, ils ne veulent pas une vie pesante avec tous ces containers, mais plutôt une vie papillon qui dure 24 heures dans sa fraîche beauté et se retire avec discrétion dans l'éternel retour. Ses yeux nous donnent l'impression d'agir dans le présent, immédiat, comme des pinceaux agités à la Van Gogh. Ça colore, ça bouge, ça danse, ça incise avec cette ardeur qui fait la vie, et tant mieux si le tableau est beau. L'important, avec Stone, dans ses yeux, c'est le geste, plus que l'œuvre. Dans ce regard, la grande vie, comme elle est. Tiens, attrape si tu veux partager. Pas d'artifice, un regard comme un voile de tulle léger, transparent, qui vole presque en apesanteur et hors des temps de convenance. Cependant, en prenant un recul d'observation, il nous semble deviner dans ses pupilles noires, serrées, fixes, des émotions plus complexes. Le joli voile souple, aéré, de l'iris semble fortement attaché à une hampe lourde. Ancrage assez sombre qui tare les apparences de légèreté gazeuse. Derrière les éclats solaires de ces iris colorés et rieurs à l'envi, une arrière-cuisine mal éclairée, presque oubliée, plutôt sombre, plus arachnéenne, dans laquelle on ne souhaite pas s'arrêter trop longtemps. Dans le noir serré de la pupille, on voit une fixité, un quelque chose comme un socle dur, archaïque, mais constitutif. Une raideur, un lieu clos avec quelque chose comme un nœud nerveux où seraient retenues des émotions lourdes. Une peur, ou une tristesse, ou un doute, ou un tonneau des Danaïdes. La vie a toujours ses fuites en deçà comme la retenue d'un barrage, ou au-delà comme la ligne de fuite d'une simple aquarelle. Une ambiguïté donc dans ce regard, des raies solaires passant sous une lourde porte fermée. De l'intempestif vaillant, composant avec un souffle originel qui chuchote dans ses raies. Ce qui est en moi n'est qu'à moi.
Ce n'est pas de la pudeur, c'est un puits ou un temple dont on aurait mis la clé au clou, volontairement. Christian Bobin disait « Vivre, c'est construire une cérémonie ». Et cette phrase correspond bien au ressenti que donne l'analyse du regard de Stone. Une cérémonie comme un mariage, un contrat, un engagement, une alliance avec l'autre, mais aussi avec soi-même. Une cérémonie, ça se travaille, ça se prépare, et surtout le jour J, on met de côté toutes les ombres. C'est la politesse et l'élégance dans la rencontre. Ce regard est comme une respiration de l'urgence quand on s'y plonge. Une inspiration courte et une expiation tout aussi rapide. Ne pas s'attarder, ne pas freiner, mettre tous les gaz et rouler jeunesse sur ce grand manège de la vie. Et pourquoi pas sauter avant que le manège ne décélère tristement. Et si ce regard était une étoile filante, partie de très loin et crevant notre atmosphère avec cette lumière vertigineuse, troublant les noirs de nos nuits. Regardons donc ces yeux stellaires et faisons un vœu. Merci beaucoup. Dis donc, on a vu des choses, cette dame. Incroyable. C'est fou. Il y a des choses qui vous ont... Alors, vous réagissez en direct, hein, je oui, dis ça pour oui, nos bien auditeurs. sûr, bien sûr. Il y a quand même des choses sur lesquelles elle frappe juste et qui vous ont tout de suite interloqué. Oui, mais en même temps, je suis la première un peu étonnée parce que je me suis jamais penchée sur ce sujet, des yeux en particulier, mais c'est vrai que c'est très juste pour la plupart des choses. Oui. C'est à l'image de la vie qu'on ne se regarde. L'image de la vie, oui, c'est ça. À moins qu'on soit très narcissique, on Bien ne se sûr. regarde jamais. On se regarde jamais, oui, c'est et vrai. on a besoin du regard des autres pour absolument. avancer. Oui, c'est tout à fait vrai. Quels sont les regards les plus bienveillants qui se soient posés sur vous? Oh, j'ai eu énormément de regards bienveillants. Plein. Déjà, j'avais ma famille, mais voilà, toute ma famille, mes grands-parents, ma maman, c'était que des gens extrêmement bienveillants. Et puis après, j'ai rencontré plein de gens, des amis avec qui on a toujours gardé des rapports très, très chaleureux, très bienveillants les uns envers les autres, quoi. Voilà. Donc je suis gâtée à ce niveau-là. On va passer au quatrième film que vous avez choisi. C'est un film dont j'avais personnellement jamais entendu parler, et je pense qu'aucun auditeur non plus. Ça s'appelle La Guerre des Étoiles. Luke Skywalker n'était qu'un simple fermier lorsqu'une princesse lui adressa ce mystérieux message. Au secours, Obi-Wan Kenobi. Comme elle est belle. La Guerre des Étoiles, avec Mark Hamill. Je suis Luke Skywalker, je viens à votre secours. Il recrute des nains maintenant dans les commandos. Harrison Ford. Il manque de conversation, ce type-là. Luke, on va avoir la visite. On n'a pas dû tourner où il fallait. Carrie Fisher. Bonne chance. Alec Guinness. Tu ne peux pas gagner. Si tu me terrasses, je deviendrai bien plus puissant que tu ne pourrais jamais l'imaginer. 20th Century Fox présente le film le plus extraordinaire de tous les temps, La Guerre des Étoiles. Attention, la fête va commencer. Jamais aucune légende n'avait été aussi palpitante que cette épopée du futur. Et voilà, ils arrivent. Que la force soit avec vous dans La Guerre des Étoiles. C'est super, Annie, d'encourager le cinéma d'auteur underground. C'est un peu hard en français quand même. C'est pas pour critiquer, mais moi je l'ai vu qu'uniquement en VO. Alors ça fait bizarre d'entendre les voix françaises. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Alors on est en 1977 et George Lucas est dans sa limousine et il y a des embouteillages. Alors il demande à son chauffeur, mais qu'est-ce qui se passe? Et son chauffeur se retourne en disant, Monsieur Lucas, vous avez oublié qu'aujourd'hui sortait votre film? Personne ne croyait au succès de La Guerre des Étoiles. C'est incroyable, et Lucas pensait que ça serait la fin de sa carrière. Ah, c'est marrant ça, je savais pas. Il avait oublié. Mais attention, un petit détail. 77, c'est l'Empire contre-attaque, c'est le deuxième qui est sorti. Ah oui, c'est pas le premier. Oui, je faisais allusion au premier. Parce que je sais, parce qu'on était à New York et on a vu en avant-première l'Empire contre-attaque avec mon fils qui était petit, qui avait 5 ans. Et on s'était bien sûr régalé, même si on n'a pas bien tout compris, parce qu'on n'est pas tout à fait bilingue, mais bon, on s'est régalé. Et le tout premier est sorti, je crois, 3 ans avant. Vous avez raison. Voilà, ça, vous voyez. Vous êtes la réincarnation de Pierre Tchernia. C'est ça, Madame Cinéma. Allez, youpi. Mais l'anecdote est vraie, c'est-à-dire que... Ah oui, ça m'étonne pas, quelque part. Oui. Comme l'équipe des Bronzés, qui pensaient tous que les Bronzés seraient une sorte de coup d'arrêt à leur carrière en disant les gens vont pas accepter, les Français vont pas accepter qu'on les ridiculise comme ça. Est-ce que vous pensez que La Guerre des Étoiles, dont les épisodes sortent toujours à Noël, c'est une sorte de nouvelle religion ?
Ah oui, pour certains, complètement, bien sûr. Oui, c'est une nouvelle religion, complètement. Enfin, nous, on est un peu... maintenant, ça va, on a compris, quoi. On a fait le tour, disons, de tout ça. Mais pour certaines personnes, oui, c'est fou, comme ça a été un raz-de-marée, quoi, on peut le dire, quoi. Et puis mondial, en plus. C'est ça qui est invraisemblable. Ah non, ça, c'est... Moi, je sais que j'ai été happée direct par ça et que voilà, ça continue, quoi. Et puis les enfants derrière moi, les petits-enfants maintenant, enfin voilà, on a une impression de... Il n'y a pas de, comment on peut dire, de frontières ou de dire, bon, allez, c'est ringard ou quoi. C'est quelque chose, je pense, qui peut continuer éternellement. C'est terrible, enfin éternellement. On verra par la suite pour les générations futures, mais c'est génial. Ouais. Vous êtes une libre penseuse. Est-ce... Ouais. J'ai l'impression que j'en ai. Est-ce que vos enfants le sont aussi? Oui. Et est-ce que vous vous souvenez quand même d'avoir voulu leur transmettre certaines musiques, certains films, certains livres, je dirais pas à leur insu, mais au contraire en leur disant il faut que tu lises ça, il faut que tu vois oui, ça. c'est souvent arrivé. Et curieusement, c'est arrivé aussi dans l'autre sens. J'ai un souvenir précis de mon fils aîné, Baptiste, qui arrivait à, je sais pas, il doit avoir une dizaine d'années, oui. Il était fou de Spider-Man. J'aurais pu mettre Spider-Man, parce que là, Spider-Man, j'en ai eu, je connais bien. Et donc, il était fou de... Et on lisait Strange, qui était le petit journal de Spider-Man, je lui lisais. Puis un beau jour, il m'a dit, bon, maintenant, je vais lire moi-même, c'est bon. Parce que tous les soirs, on avait notre rendez-vous avant de dormir, quoi. Et un beau jour, il est arrivé avec un livre, et il me dit, tiens, tu devrais lire ça. Et c'était Carrie de Stephen King. Et après, bon, là, il faudrait qu'on refasse une émission avec les livres, parce que alors là, il y aurait de quoi en raconter. Parce que moi, Stephen King, c'est mon idole, avec Anne Rice, enfin, tout ce qui est fantastique, horreur et tout. Et donc, on a lu Carrie, et après, on a lu tout le reste de Stephen King, quoi, évidemment. Et c'est grâce à Baptiste qui nous a mis sur cette voie. Mais moi, parallèlement, je leur ai aussi conseillé certains bouquins, oui. Alors, la guerre des étoiles, contrairement à ce que les gens peuvent croire, c'est pas dans le futur, c'est dans le passé. Oui, c'est dans le passé. Et on dit toujours... Bien sûr. Voilà. Et la deuxième chose qui, moi, me sidère toujours, c'est que c'est un titre qui a été mal traduit. Star Wars, ça ne veut pas dire la guerre, c'est les guerres de l'étoile. Les guerres de l'étoile, tout à fait. Ouais. Alors, j'ai retrouvé une anecdote d'Harrison Ford qui, sur le tournage, allait voir George Lucas en disant « Tu sais, ces dialogues, on a le droit de les écrire, mais on n'a pas le droit de les faire dire aux comédiens. » Est-ce qu'il vous est arrivé souvent face à des paroles de chansons en disant « Non, je ne peux pas chanter ça ». Ah oui, c'est arrivé souvent, oui, bien sûr, oui. Ah, moi, il y a plusieurs fois où j'ai mis les pieds dans le plat parce que c'était pas possible. Bah, une anecdote en passant, on fait une petite aparté par rapport aux chansons. Quand on avait fait, quand on a enregistré l'Aventura, qui a été le succès qu'on sait, il fallait derrière, disons, refaire un autre 45 tours, et puis on nous attendait au tournant, comme tous les gens qui avaient fait des succès. Et puis nos auteurs, donc Riva et Thomas, avaient écrit une chanson sur une musique d'Éric Chardin, qui s'appelait « Tout le monde est malheureux un jour et bientôt ce sera notre tour ». Alors j'ai trouvé ça un petit peu excessif, un petit peu bizarre. J'ai dit « Ah bon, moi ça me plaît pas du tout cette affaire ». Je trouve pas que ce soit très, très joyeux, très positif. Alors essayer de refaire un texte sur la même musique. Et c'est devenu « Il y a du soleil sur la France et le reste n'a pas d'importance ». Ça n'a rien à voir. Et là, on nous l'a reproché, parce qu'après, tout le monde a dit, il y a eu des émissions où on montrait des horreurs, les cités, les trucs horribles, en disant quoi? Alors, à cause du soleil sur la France, ça n'a pas d'importance, mais comment on peut dire un truc pareil, quoi? Oui, tout à fait. Oui, non, ça m'a beaucoup intéressé dans votre livre. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, vous vous êtes retrouvé, entre guillemets, victime de gens qui vous disent, mais comment on peut chanter ça alors qu'il se passe tout ça en France? Voilà, c'est tout à fait ça. Donc, vous voyez, la politique est rentrée dans votre vie avant quelque vos part, engagements. À l'insu de mon plein gré, oui. Dans ses mémoires, la femme de George Lucas dit que c'est elle qui a insisté pour qu'il y ait un baiser dans le film. Ça m'étonne pas. C'est bien des filles, ça. Est-ce que vous, avec Éric Chardin, est-ce qu'il y a des choses que vous avez pu imposer? Je me doute qu'il y a des choses que vous avez imposées, mais des choses que vous avez imposées au forceps? Non, pas vraiment. Non. C'est des petits détails comme ça, par-ci, par-là. Mais moi, je suis pas non plus du genre
embêter le monde et à dire... moi, je pense que je suis très admirative, justement, des gens qui font les chansons. Ça a l'air de rien, mais c'est un énorme travail. C'est quelque chose d'important. Et comme je ne suis pas ni auteur ni compositeur, je suis très admirative, justement, des gens qui sont capables de créer une musique et des paroles qui iront bien ensemble. Parce qu'en fait, le but, c'est ça, c'est que la chanson soit équilibrée, paroles et musique. Donc, je ne me permettrai pas, voilà, sauf comme là, comme c'est un détail en passant, mais après, bon, je les laisse faire. Dans votre livre, vous dites que vous n'aimez pas trop le studio. Non. Vous préférez la scène. Plus c'est court, mieux c'est. C'est-à-dire qu'en général, je veux dire, pour enregistrer les chansons, je sais que je fais très peu de prises parce que c'est quelque chose qui me plaît pas trop et que j'ai autre chose à faire, quoi, disons, que de passer du temps en studio, ça c'est sûr. West Side Story. Oui. De Robert Wise. Oui. Eh bien, toutes les nuits depuis un mois, à chaque fois que je m'éveille, j'espère quelque chose. Oui, mais quoi? J'en sais rien. Une femme, peut-être? C'est juste de l'autre côté. C'est à l'angle de la rue. Mais ça doit venir. Mais quoi? J'en sais rien. Je ressens ce que je ressentais quand je faisais partie des Jets. Ah, voilà qui est causé. Si on fait pas partie d'un gang, on est un orphelin. Mais avec un gang, on marche à 2, à 3, à plusieurs. Et quand t'as la meilleure bande, quand t'es un jet, t'as des ailes, tu t'envoles, tu planes, tu es libre comme l'air. Riff, c'est fini ce temps-là. Le réalisateur de West Side Story fut d'abord le monteur de Orson Welles. C'est lui qui a monté Citizen Kane. D'accord. Qu'est-ce qui, au-delà de ce qui a touché le monde entier, qu'est-ce qui vous touche dans West Side Story, Annie? Tout, voilà. On revient un peu dans ce qu'on disait juste avant. Les films, c'est la totalité, quoi. Voilà, l'histoire, bien entendu. L'histoire, on retombe sur Roméo et Juliette, hein, ça c'est pas nouveau. et puis surtout, les musiques, évidemment, les ballets. Enfin, ça, pour moi, ça a été une claque monumentale, quoi. Quand je me rappelle, j'étais gamine à l'époque et avec ma copine, on l'avait vu plusieurs fois le film et on recréait dans sa chambre, on refaisait les chorégraphies, on devait avoir 12 ans, quoi. Enfin, c'est des petits souvenirs en même temps d'enfance, mais des bons souvenirs, quoi, c'est ça. Mais le film lui-même, et alors ce que j'ai pas compris, juste une petite aparté, c'est le nouveau qui est sorti de Spielberg. On se dit, mais il a fait à l'identique du premier. Donc c'est très bien, mais bon, pourquoi, moi, à ce moment-là, je préfère voir le premier, quoi. C'est terrible, mais j'ai pas bien compris l'intérêt de recréer exactement la même chose, quoi. Alors, bien sûr, ils sont tous exceptionnels, des danseurs extraordinaires, des chanteurs formidables, des acteurs, mais voilà, on n'a rien de plus, vraiment, quoi. C'est pas faire injure à Jacques Demy que de dire que sans West Side Story, il n'y aurait peut-être pas eu les Demoiselles de Rochefort. Ah oui, bien sûr, sans doute, oui. Ça a libéré non ça pas aussi, la parole, j'aurais pu mettre ça, voilà, Jacques Demy, j'aurais pu mettre les Parapluies de Cherbourg, voilà, mais voilà, on peut pas tout mettre. Mais ce qui me frappe dans West Side Story, c'est l'absence des parents. Oui, c'est vrai, ça. On a l'impression que ces jeunes sont de la graine de violence, c'est ce qui est dit dans le film. Ils livraient à eux-mêmes, quoi, le côté livré à eux-mêmes, bien sûr. Oui. Sans la bande, tu es orphelin. Oui, c'est ça, oui. Est-ce que vous avez pu résister à l'esprit de bande qu'il y avait dans le monde de la chanson dans les années 70 ? Est-ce que c'est toujours facile de se retrouver soi-même quand on est pris dans une spirale du succès, des tentations, des nuits qui n'en finissent pas ? Oui, mais c'est toujours des périodes relativement courtes. Enfin, moi, je sais que j'ai vécu ça, mais vraiment, c'était pas déterminant, quoi. Voilà, c'est des moments qui se passent comme ça. Puis moi, j'ai toujours adoré l'ambiance de bande, quoi, d'être plusieurs. On a beaucoup fréquenter toujours les mêmes, toujours de se retrouver, les soirées ensemble, les dîners, enfin voilà, ça a toujours été un truc basique, quoi. J'envisage pas d'être à deux ou il y a toujours d'autres personnes qui se greffent. Bon, bien sûr, il y a aussi des moments où on peut heureusement se faire des soirées tranquilles, mais moi j'ai toujours aimé le côté bandasse, quoi. Ça, c'est une vieille histoire. On joue beaucoup, nous, on est très joueurs.
Alors voilà, alors ça peut être des cartes, ça peut être du Scrabble, ça peut être n'importe quoi. Bon, ça va. ça reste limité. Dans votre autobiographie, tome 1, car il y en aura peut-être un tome 2, vous dites « Pour moi, l'amour physique est indissociable du mental ». C'est aussi le thème de West Side Story. Oui, c'est-à-dire totalement. que personne ne couche. Non. C'est vraiment l'amour qu'il faut aller quérir d'abord au-delà de sa bande, mais presque au-delà des cieux, quoi. Absolument, mais je suis bien d'accord. Mais je pense que c'est aussi, je pense que ce que pense là, c'est plus féminin comme démarche, quoi. C'est-à-dire que je pense que là, si on fait un petit sondage, les filles vous diront toujours que elles vont pas coucher avec quelqu'un si elles l'aiment pas quelque part. Il faut quand même qu'il y ait un sentiment, quoi. C'est pas le côté je vais tirer mon coup, c'est très masculin, c'est pas féminin du tout, quoi. Alors voilà. Donc moi je fais partie de ça, quoi. Moi je suis toujours un peu du côté fleur bleue, le côté romantique, l'amour, faut qu'il soit là, quoi. C'est obligé. Alors les Sharks et les Jets, c'était en fait, ils ont pris ces noms à des expressions guerrières, c'est-à-dire c'était des fusées spatiales américaines et des sous-marins américains. Et donc c'est la violence qu'il y a entre ces deux bandes, les Américains de souche et les Portoricains, sont illustrés au plus haut point. Et il y a plein de références à un peintre qui s'appelle Paul Klee. Oui. Dans toutes ces couleurs. Au début, le film s'ouvre avec des aplats de couleurs jaunes et Manhattan se dessine. C'est ça. Ah oui, c'est magnifique d'ailleurs. Ouais. Des souvenirs de New York? Ah oui, on y est allé plusieurs fois. Moi, j'ai adoré complètement. On a fait tout ce qu'il fallait. Enfin, je veux dire, on a fait les touristes en visitant tout ce qu'on pouvait visiter. En plus, on avait la chance d'avoir des amis qui vivaient là-bas, donc on a bien profité. Oui, moi, j'ai beaucoup aimé New York, ça. Ouais. Est-ce qu'à un moment, je parle pas du théâtre que vous avez fait par la suite, mais dans les années 70, vous avez réfléchi à être actrice de cinéma ou pas? Oui, bien sûr, parce que en fait, au tout début de mon engagement, si on peut dire, quand je me disais maintenant il faut quand même trouver du travail, ça s'impose. J'étais autant attirée par justement le cinéma ou le théâtre, enfin disons tout le spectacle vivant, que la chanson, quoi. C'était quelque chose qui était à moi égalité. C'est pour ça que tous les films de cette époque-là, j'étais j'adorais ça, quoi. C'était indissociable je disais 50-50, quoi. Il y avait la chanson qui représentait une partie, mais aussi tout ce qui était spectacle, j'adorais ça, quoi. Donc pour moi, j'étais toujours en me disant peut-être que il y aura moyen par la suite de faire du cinéma ou du théâtre, on verra, quoi. C'est un plus, voilà, tout bêtement. Un des charmes de West Side Story aussi, c'est que alors Robert Wise, le réalisateur, chaque fois que les danseurs se tournaient vers lui, il disait c'était super. Et Jérôme Robbins leur disait refaites-en une autre. Ah oui. Et très souvent, c'était quasiment des plans séquences. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous l'avez revu récemment. Non, je n'ai pas fait attention. Non. Mais ce qui est frappant, c'est qu'on ne sent pas les coupes. Et souvent, les chorégraphies sont faites in extenso. C'est ça. Et pour faire ressentir je comprends bien, oui. La durée. Ce que je vous propose, Annie Stone, c'est de vous retrouver le mois prochain pour une deuxième émission où on découvrira les autres films qui ont marqué votre vie. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. Merci.